les entretiens du marquis, bonjour à tous. Marlène Schiappa, inquiétée par le PNF. François Braun, humilié à l'Assemblée nationale. Chronique de la déroute macroniste. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, l'actualité est très chargée, je voudrais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur le Darwinien, Nathaël Scorpion, Yvette Poré, Ambition Création Rénovation, AXXLDD et VTT Pollux. Merci à eux du fond du cœur. Vous savez que les temps sont très très durs pour la réinformation. Le pouvoir macroniste serre les vis, j'en parlerai à l'intérieur de ce journal. C'est pour cette raison que je fais un peu appel à votre aide. N'hésitez pas à lever le petit pouce bleu, à diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis à écrire des gentils messages. Merci à tous. Nous allons commencer par la première nouvelle, François Braun. Que lui est-il arrivé ? Eh bien, on va regarder ce titre du Figaro. L'Assemblée nationale vote la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19. On lit en dessous, la proposition de loi du député de Guyane Jean-Victor Castor a été adoptée à la Chambre basse. La réintégration des soignants non vaccinés avait de toute façon été annoncée il y a quelques jours par le ministre de la Santé François Braun. C'est donc pas si grave, nous dit le Figaro. Non, cela ne s'est pas exactement passé comme il le relate. Quand on lit le rapport de LCP, voilà ce qu'on peut lire. La proposition de loi du groupe de la gauche démocrate et républicaine portant abrogation de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 dans les secteurs médicaux et visant à la réintégration des professionnels suspendus est adoptée contre l'avis du gouvernement. Les députés du Rassemblement national, de LR, ont rejoint les députés de la France insoumise pour mettre à bas le projet gouvernemental. Alors, quand le Figaro affirme que de toute façon c'est pas si grave pour le gouvernement, je voudrais montrer quand même un tweet de François Braun qui montre qu'ils l'ont un petit peu mauvaise à travers la gorge. Le complotisme l'a emporté sur la science lors des débats à l'Assemblée. La vaccination est une arme de protection massive, mais les oppositions ont décidé d'envoyer un message regrettable aux soignants. Merci à la majorité présidentielle d'être restée fidèle à ses valeurs. Alors, les valeurs, il ne faut pas entendre des valeurs de termes abstraits, c'est des valeurs sonnantes et trébuchantes, des gens qui sont assez proches quand même du Big Pharma. Et en effet, on sait que le gouvernement est très proche de ces valeurs-là. Quand on lit les tweets Doc Marty, d'Emmanuel Vargon, et de Juvin et compagnie, ils l'ont mauvaise. Et ils écrivent à peu près la même chose, complotistes, anti-vax, et ils sautent sur leur chaise comme des cabris. Il faut quand même remarquer une chose, et je vais leur donner raison sur un point, c'est que ce vaccin protège des formes graves, comme je vais vous le montrer sur ce graphique. Il est de l'adresse, donc il est assez indiscutable. Regardez, en effet, les hospitalisations vaccinées et les décès vaccinés sont supérieurs, très très supérieurs aux hospitalisations non vaccinées. Et oui, le vaccin est efficace contre les formes graves. Pourquoi ? Parce que la raison, elle est là. C'est que quand vous mourrez et que vous êtes vacciné, eh bien, vous êtes du côté de la science. Alors que quand vous mourrez et que vous n'êtes pas vacciné, bon, il y en a assez peu, mais vous êtes du côté de l'obscurantisme, de l'antivax et tout. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça change tout. Vous imaginez que ce vaccin, quand même, qui est assez exceptionnel, il faut le dire, il ne protège ni de la transmission, ni de l'infection. Et en plus, bon, il est un peu faillible. Donc ça, c'est la science. Et c'est quelque chose qui mérite d'être défendu. Par ailleurs, Alain Fischer, qui a été responsable de cette grande réussite, était interrogé par complément d'enquête. Alors vous voyez sur cette image une double image, puisque vous voyez Alain Fischer sur la gauche et Alain Fischer sur la droite. Le journaliste le met face à des propos qu'il aurait tenus pendant l'été 2021. Un moment d'anthologie de presse aux ordres et de mauvaise foi. Vous avez le Alain Fischer d'août 2021 qui nous explique que les problèmes menstruels suite au vaccin, eh bien c'est une fake news, c'est une théorie du complot et nous sommes en 2021.
Le Alain Fischer 2023 explique que bien sûr qu'il y a des effets secondaires qui ne sont pas si graves que ça, que les troubles menstruels chez les femmes sont bénins. Je vous renvoie d'ailleurs à l'association Wemonsi qui montre que ce n'est pas si bénin pour certaines d'entre elles. Donc déjà, il essaie de minorer sa responsabilité et puis il se contredit. Alors quand on lui explique que quand même il y a une petite erreur de sa part qui pourrait nourrir le complotisme, parce qu'ils n'ont que ce mot à la bouche pour se défendre, il explique qu'il ne le savait pas. En effet, il n'existait pas de rapport. Et c'est là où le journaliste est aux ordres, parce qu'il devrait lui rappeler que ce vaccin était en phase expérimentale. Et c'est pour cette raison qu'on n'avait pas de recul. C'est-à-dire qu'ils ont fait vacciner massivement des populations sans avoir suffisamment de recul. Et lorsqu'il dit qu'il ne savait pas, depuis mars 2021, la presse de réinformation était au courant de ces problèmes menstruels. Quand vous avez un produit en phase expérimentale, la première chose que vous faites, c'est que vous regardez tous les signaux, que vous lisez la presse, que vous demandez justement des appels à témoins pour savoir s'il y a des effets secondaires, pour les contrer, peut-être pour arrêter aussi des produits nocifs. Eh bien, eux, pas du tout. Ils attendaient des rapports qui ne pouvaient venir qu'après de longs mois des effets secondaires. Alors là, on reste estomaqué. Et lorsqu'Alain Fischer minore les effets secondaires, c'est en plus le jour, je crois, où Marc Doyer fête un triste anniversaire de la mort de Morissette. Il ferait bien, Alain Fischer, d'aller écouter tous ceux qui ont perdu un proche ou qui ont été blessés par le vaccin. En Allemagne ou dans d'autres pays, c'est un sujet de débat. En France, zéro. Et on nous parle de science. Ils sont quand même un petit peu gonflés, les docteurs de plateau. D'autant plus que CNews nous avait révélé l'année dernière cette chose absolument essentielle. Covid-19 chez les 20-59 ans, risque de décès 0% chez les vaccinés. Ah c'est bien, il protège. Ah bah oui, 0%. Ah bah chez les non-vaccinés aussi. C'est-à-dire que le vaccin protège pour cette tranche d'âge des formes graves d'un virus qui n'en donne pas pour cette tranche d'âge. Et n'oublions pas que le vaccin protège des formes graves, comme le montre très bien d'ailleurs ce schéma, et on ne va pas aller à l'encontre. On ne peut rien dire, les faits sont accablants. Et ce qui est encore plus accablant, c'est que notre ministre, qui nous parle de science et de complotisme toutes les 5 minutes, eh bien, oh ça alors, quelle nouvelle! Le ministre de la Santé François Braun, visé par un signalement au parquet national financier pour favoritisme. L'association AC Anticorruption a saisi le parquet national financier. Elle suspecte le ministre de la Santé d'avoir favorisé les activités du professeur Lionel Lamhaut, président de l'association Sauve Life. Voilà où nous en sommes. À chaque fois que nous avons un macroniste, c'est toujours louche, trouble. Il y a toujours le parquet national financier qui rôde. Eh bien, puisqu'on parle du parquet national financier, c'est le moment d'aborder l'affaire Schiappa. La nouvelle est tombée dans toutes les rédactions. Le parquet national financier, après s'être intéressé à François Braun, s'intéresse à Marlène Schiappa. Il ouvre une information judiciaire sur la gestion des fonds Marianne. C'est curieux parce que moi je me rappelle, Marlène Schiappa avait expliqué que tout ça c'était des fake news, du complotisme, un coup d'antivax certainement. Fonds Marianne, Marlène Schiappa va porter plainte contre les plateformes en ligne qui l'ont accusée à tort de favoritisme ou de détournement. En ce qui concerne les membres de LFI qui se sont rendus responsables de diffamation, mon avocat prendra contact avec eux. Eh bien, ce qui serait vraiment très intéressant, c'est que Marlène Schiappa porte plainte contre la justice, voire contre le parquet national financier. Elle en est capable, elle a bien posé dans Playboy. Alors, ce qu'on lui reproche, ce sont des faits qui sont extrêmement graves. Nous avons en effet à peu près, j'ai envie de dire, la routine habituelle. Le parquet national financier a ouvert ce jeudi 4 mai une information judiciaire, notamment sur des soupçons de détournement de fonds publics dans la gestion du fonds Marianne, créé en 2021 pour lutter contre le séparatisme, a indiqué le parquet national financier, confirmant une information de France Inter. L'information judiciaire porte notamment sur les infractions de détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêt, a précisé le PNF à l'AFP. Ah, c'est assez amusant, ce sont presque des acronymes identiques. Voilà.
Et Marlène Schiappa est directement visée. Il y a une responsabilité de Marlène Schiappa. Un premier signalement a été émis par Christian Gravel, patron du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et à qui avait été confiée la procédure de sélection des associations subventionnées et dont le rôle est questionné dans les enquêtes journalistiques. Et oui, 2 autres signalements ont été adressés à la justice par la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, et la chef des députés de la France Insoumise, Mathilde Panot. Pour la députée, les faits sont graves et interrogent la responsabilité de Marlène Schiappa dans la création, l'utilisation et le contrôle de ces fonds publics. Ce qui est intéressant, c'est ce qui n'est pas dit. En effet, quel est le plus gros scandale dans cette histoire ? Le plus gros scandale, je vous l'avais révélé il y a quelque temps, c'est tout simplement que le Conspiracy Watch de Rudi Reichstadt a reçu 60 000 € du fonds lancé par Marlène Schiappa après la décapitation de Samuel Paty. Est-ce que Rudi Reichstadt luttait contre le séparatisme, le fanatisme religieux ? Pas du tout. Son rôle, c'est d'attaquer essentiellement, comme le montre d'ailleurs l'article que je vous ai lu, d'attaquer les opposants à Emmanuel Macron. Vous critiquez la politique sanitaire, complotiste. Vous attaquez la ligne de la France sur la guerre en Ukraine, complotisme, extrême droite. Vous attaquez la politique financière d'Emmanuel Macron, sa gestion de la France, complotisme, extrême droite, anti-vax. Bon, vous avez le droit à tout un chapelet d'insultes, des faits jamais. Pour des gens qui se tardent d'être factuels, c'est une énorme blague. Et c'est dans ces conditions que Rima Abdul Malak, notre ministre de la Culture, s'interroge. Et oui, 55% des Français disent éprouver de la méfiance envers les médias. Tiens, après tout ce que je viens de vous dire, je pensais que le chiffre était plus important. C'est très préoccupant, nous dit-elle, pour notre démocratie. Oui, ce qui est très préoccupant pour notre démocratie, c'est qu'elle soit ministre de la Culture. J'ai échangé aujourd'hui avec Reporters sans frontières et des acteurs de la société civile sur l'avenir du journalisme et la lutte contre la désinformation. Remarquez que pour lutter contre la désinformation, elle pourrait peut-être avouer qu'elle a mis en scène son fameux numéro à la Journée des Molières. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo. Sachez que nos fact-checkers, je dis fast, je dis pas fac, ils vont très vite voir vers l'Élysée, ont expliqué que non, il n'y a strictement rien à faire, puisque Abdul Malak a dit non, pas de tricherie. Tous les cadres techniques ont dit oui, la ministre dit non, mais le fast-checker écoute toujours la voix du maître. Alors, ces journalistes aux ordres, ils ont beaucoup de boulot et ils méritent des récompenses. Oui, je pense qu'ils méritent de fortes récompenses. Eh bien, l'Élysée les a entendus, aide exceptionnelle à la presse pour compenser des coûts liés à la guerre en Ukraine. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Lorsqu'on est en période de conflit, il y a une tradition, c'est de voir les tirages des journaux s'envoler, les ventes explosent. Et là, dans l'article, on nous explique que non seulement le coût du papier, etc., a bien augmenté, mais que les ventes s'effondrent. Que se passe-t-il ? Est-ce que les lecteurs ne se détourneraient des journaux traditionnels ? Est-ce qu'ils en auraient assez de lire des articles de Reuters ou de l'AFP qui prennent essentiellement leur source à Kiev, dans la propagande kievienne ? C'est peut-être une explication. Et peut-être que notre ministre de la Culture pourrait réfléchir à cela. Peut-être aussi sont-ils lassés que tous ces journaux appartiennent à des milliardaires ou soient subventionnés par l'État. Voilà 2 pistes que notre ministre de la Culture devrait méditer. Et puis, une ministre de la Culture qui s'intéresse à la presse, comme je vous l'ai montré avec Guillaume Maïsto, ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Mais elle aura toujours Rudi Reichstadt pour hurler au complotisme. Et ces journalistes aux ordres, eh bien, ils ont du boulot parce qu'ils doivent couvrir toutes les turpitudes du gouvernement. Pensez par exemple à Gérald Darmanin. Gérald Darmanin est la preuve la plus flagrante que les journalistes couvrent ce gouvernement. C'est un ministre qui passe son temps à mentir, c'est un ministre qui a des casseroles aux fesses bien remplies. Et là, eh bien, il n'a pas pu s'empêcher d'en faire qu'à sa tête. Il charge la première ministre Mélanie
incapable de gérer les problèmes migratoires. Si les journalistes n'étaient pas aux ordres, ils diraient comme Marion Maréchal, on attendrait un peu plus d'humilité de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a réussi à expulser seulement 4 des 234 migrants de l'Océan Viking après leur avoir ouvert nos ports. Il faudrait aussi rappeler que c'est bien ce Gérald Darmanin qui a menti plusieurs fois devant les plateaux de télévision en affirmant que ceux qui avaient créé le chaos au Stade de France, lors de la finale de juin 2022, étaient les Anglais, alors que la réalité était flagrante, notamment sur les vidéos amateurs, et puis nous avons eu la confirmation plus tard, c'était bien des racailles. Dans n'importe quel autre pays, ce ministre aurait dû s'expliquer devant la justice pour ses mensonges. Il est couvert par la presse aux ordres, il peut continuer à raconter n'importe quoi. Il n'en reste pas moins que sa parole est assez étrange. Il crée un incident diplomatique avec l'Italie. Qu'est-ce qui lui prend à Gérald Darmanin ? C'est d'autant plus étonnant que Macron avait essayé de se réconcilier avec Mélanie. Alors, certains susurrent qu'il n'a pas vraiment digéré le fait que Bruno Le Maire serait choisi pour remplacer Elisabeth Borne. Il crée donc une sorte de chaos en commençant à taper à gauche et à droite. Oui, Bruno Le Maire, celui qui écrit des romans pornographiques et qui est en train de mettre la France à genoux. Tiens, puisqu'on parle d'Elisabeth Borne, une chose très étrange qui nous est révélée par la presse People, mais qui semble être confirmée. Une mise en scène, Patrice Aubert, l'homme qu'Elisabeth Borne présente comme son compagnon, est pacsé depuis 2021 avec une autre femme. Dans ce gouvernement, tout est faux, ils ne vivent que par le mensonge et la presse aux ordres est là évidemment pour justifier ces mensonges. Mais je vous entends, vous êtes en train de me dire, mais pourquoi a-t-elle eu besoin de s'inventer un compagnon ? Elle pourrait dire qu'elle est célibataire. Eh bien c'est là où est le problème. Vous en souvenez, l'effet Elephant Man ? On a reproché à Elisabeth Borne d'être une sorte de machine, d'être une techno, un robot sans cœur. Il fallait absolument qu'elle apparaisse plus humaine. Et quel est le meilleur moyen ? Eh bien, d'inventer une romance avec un petit cœur bleu. Voilà, on apprend que c'est faux, que c'est encore une mise en scène. Ce qui est assez curieux, c'est que cela ressemble à un scénario d'un mauvais film américain. Et là, j'en ai un en tête. Je pense au film avec Sandra Bullock qui s'appelle La Proposition. Vous avez comme ça une femme d'affaires qui paraît sans cœur, dure. Et elle est obligée de se marier pour éviter d'être chassée des États-Unis. Elle a besoin d'un mari américain. Donc, elle demande à un de ses collaborateurs de l'épouser, mais essentiellement, évidemment, pour obtenir sa green card. Voilà. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Elisabeth Borne. À croire que leur imagination, ils la puisent dans les séries secondaires américaines. Maintenant, nous allons aborder un sujet que vous savez, pour chez moi, qui est assez un petit peu sensible. Je laisse Jean Messia en parler parce que c'est lui qui en parle le mieux. Il y a un truc que je pige pas. Alors, quand Jean Messia dit ça, c'est que généralement, il va nous montrer la chose. Le Parlement européen organise une exposition christianophobe où le Christ est représenté enlacé par un LGBT racisé. Bien. Alors, pourquoi depuis des années, ce même Parlement européen cherche à criminaliser le droit au blasphème et appelle sans arrêt à cesser les propos offensants contre les religions ? En organisant une telle exposition qui va à l'encontre de tout ce qu'il prêche, le Parlement européen ne signe-t-il pas sa honteuse inféodation à l'islam radical dont il fait tout pour garantir la protection tout en n'ayant strictement rien à faire d'insulter et d'humilier le christianisme. Bien dit, Jean. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose. Depuis le début de ces entretiens, j'ai souvent montré que les LGBT, les woke, etc. s'attaquaient aux symboles chrétiens. On m'a dit, mais non, ce n'est qu'une théorie de complot. Non, c'est une réalité. Ils veulent détruire notre culture et ils veulent lui substituer le wokisme. Nous en avons une très bonne illustration. Alors, pendant qu'on détruit notre culture, eh bien, les Français souffrent. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ils ne se rendent même plus compte. Philippe Murer écrit « Lynché jusqu'à l'évanouissement, gratuitement dans la rue et devant ses enfants ». Autrement plus inquiétant que la prétendue haine en ligne et autres urgences à la noix de coco du gouvernement.
Pourtant, selon notre ministre de la Justice, le garde des Sceaux Dupond-Moretti, la justice française n'est absolument pas laxiste, comme le montre d'ailleurs la vignette de Philippe Murer. Oui, l'agresseur est un multirécidiviste. Il y a quelque chose de bancal dans mon raisonnement? Eh bien, c'est ce que vous lisez dans les journaux tout le temps. C'est orwellien. Les journaux vous font passer des vessies pour des lanternes systématiquement. Vous avez des multirécidivistes et ils vous expliquent que tout va bien, Madame la Marquise. Et d'ailleurs, pour illustrer mon propos, je vais vous parler d'un fait divers particulièrement épouvantable. Une fillette de 3 ans a été agressée, et vous imaginez comment, par un sinistre individu. Il est ressorti libre des locaux de la police. Il n'a pas été arrêté. Voilà ce qui se passe dans le monde d'Emmanuel Macron. Et que fait notre président de la République? Eh bien, il organise des mises en scène à sa gloire en essayant de nous faire passer certains messages. Regardez cette scène. Alors, le jeune homme joue de la guitare et il chante la Marseillaise. Alors, plus exactement, il massacre la Marseillaise. Emmanuel Macron est en hors-champ à droite avec Pape Ndiaye. Cette image, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien que le président de la République est accueilli en chanson et non pas en casserole. Et pourquoi n'y a-t-il pas de casserole à Saintes? Eh bien parce que le président de la République a interdit les manifestations. C'est un acte tyrannique. Et le président de la République est accompagné d'un groupe électrogène au cas où la CGT lui coupe l'électricité. C'est aussi assez unique dans les annales, comme dirait Bruno Le Maire. Voilà ce qui se passe en France entre la réalité des Français et l'ultra-violence et le président de la République qui organise des mises en scène. Mais ces mises en scène sont entièrement contre-productives parce que justement, la réalité, les Français se la prennent en pleine face. Eh bien maintenant, nous allons ouvrir la page internationale. Souvenez-vous, hier, je vous avais parlé de cet attentat contre Vladimir Poutine et la presse aux ordres est bien embêtée. Voyez ce qu'on lit, par exemple, sur TF1. La Russie a accusé ce jeudi les États-Unis d'être derrière l'attaque présumée de drones sur le Kremlin la veille. Le porte-parole du Kremlin enfonce le clou. Les décisions concernant de telles attaques ne sont pas prises à Kiev, mais à Washington, a-t-il indiqué. Vous vous en doutez qu'une telle opération nécessite une logistique, peut-être même l'aide des satellites américains. Elle ne peut donc pas se décider sans l'aval des États-Unis. Mais prenons l'hypothèse qu'un groupe paramilitaire a malgré tout organisé cette opération sans l'aval des États-Unis. Qu'est-ce que cela signifierait? C'est-à-dire que les Ukrainiens deviendraient indépendants des États-Unis? Mais alors les Américains devraient être furieux de chez furieux. Ils ne contrôleraient plus leur golem. On se rappelle que cette situation est déjà arrivée. En Afghanistan, ils avaient armé les talibans qui avaient fini par se retourner contre eux. Bon, cette hypothèse est à mon avis assez peu crédible. D'ailleurs, Washington, la Maison-Blanche, accuse Moscou de mentir. Le seul ennui, c'est que Washington a accusé la Russie de mentir lors de l'attentat du sabotage du gazoduc. Or, l'un de leurs plus grands journalistes, Samuel Hersh, un Américain donc, a bien affirmé que la CIA était derrière cette opération. On sent qu'il y a quand même un malaise du côté américain. Et ce qui agace la presse aux ordres, c'est que la thèse de Peskov, la thèse de la Russie, c'est évidemment la plus crédible. Alors ils ont essayé de monter un narratif en expliquant que c'était les Russes qui étaient derrière tout cela. Bon, ça ne tient pas la route, cela rappelle évidemment le narratif de la centrale de Zaporijjia. Vous vous en souvenez, les Russes occupent toujours d'ailleurs la centrale de Zaporijjia. Il y avait eu des tirs d'artillerie sur la centrale et la presse aux ordres, LCI, avait accusé l'armée russe de tirer sur une centrale nucléaire qu'ils occupaient. Voilà, ils sont prêts à dire n'importe quoi jusqu'au ridicule, jusqu'à des théories les plus fumeuses. En tous les cas, les choses s'accélèrent et je pense qu'entre Washington et Moscou, il va y avoir des coups de fil parce que là, il se passe de drôles de choses. Quant à Zelensky, je le vois mal organiser une telle opération. Je vous ai expliqué pourquoi. Si c'est lui qui l'a organisé, ses jours sont comptés. Je ne pense pas qu'il soit suicidaire. Voilà, maintenant, dites-moi ce que vous en pensez et on en discutera bientôt.
Ah oui, j'allais oublier, je n'ai toujours pas vu Stratpol et je n'ai pas aussi encore visionné Vue du droit. J'ai un petit peu de retard dans mes vidéos, l'actualité est tellement riche. Peut-être que je ferai une séance de rattrapage dimanche sur ce sujet. Je vous expliquais que l'information allait de plus en plus vite. C'est Fox News qui nous apprend, là nous allons aux États-Unis. Selon Fox News, donc, une inculpation fédérale contre Hunter Biden est imminente et l'information est issue du Washington Post. Là, Joe Biden va être dans une situation de plus en plus compliquée. En même temps, nous attendions cette arrestation depuis novembre. Il faut savoir que sur la piste fiscale, il y a d'autres inculpations, mais sur la piste fiscale, le procureur a bien avancé. Alors, j'attendais la nouvelle pour ce matin, elle n'est toujours pas tombée. Peut-être qu'elle arrivera ce soir après mon tournage. Je voudrais aussi évoquer une autre affaire, l'affaire Epstein. Vous vous souvenez tous de ce personnage, de ce qu'il faisait, et le Wall Street Journal nous donne des nouveaux noms, et c'est François Asselineau qui nous les livre. Il y a un nom qui a retenu mon attention, c'est Noam Chomsky. Pourquoi ? Parce que c'est un grand linguiste, mais il est surtout l'auteur d'un livre exceptionnel sur les États-Unis, La fabrique du consentement. Lorsque vous lisez ce livre, vous apprenez notamment que les Américains ont perpétré toute une série de crimes en Amérique centrale et en Amérique du Sud, notamment en armant, en formant des groupes paramilitaires particulièrement sadiques et monstrueux, et que la presse aux ordres a couvert leurs exactions pendant des années. C'est un modèle, dans une certaine mesure, pour les journalistes de la réinformation. Or, déception des déceptions, ce Noam Chomsky a défendu Pfizer et les politiques liberticides menées par le gouvernement américain. On avait l'impression que Noam Chomsky, c'était plutôt un rebelle. Certains ont trouvé peut-être une causalité par le fait qu'il avait été un proche de Jeffrey Epstein. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il avait été... Jeffrey Epstein l'avait rencontré pour parler de l'intelligence artificielle et comme il est linguiste évidemment, il a participé à toute une série de choses. Est-ce qu'il aurait été corrompu à ce moment-là ? Je ne peux pas répondre, je n'ai pas suffisamment d'éléments, mais certains évidemment l'ont écrit. Puisqu'on parle d'intelligence artificielle, je voudrais terminer par une nouvelle qui est passée un petit peu inaperçue. Les gens ne veulent pas en parler et pourtant c'est très important. Un des pionniers de l'intelligence artificielle démissionne de Google et regrette ses travaux. Geoffrey Hinton a confirmé au New York Times sa démission de Google, motivé par sa volonté de s'exprimer librement sur les dangers de l'intelligence artificielle. Le chercheur confesse regretter en partie sa contribution à ce domaine novateur qui risque de nous faire perdre toutes nos libertés et surtout qui va fabriquer un chômage de masse. Voilà, on peut relier cette information avec la position identique d'Elon Musk. Je l'avais déjà traité dans un entretien. Ce journal s'achève, j'espère qu'il n'est pas trop long, j'espère que vous l'avez apprécié. Et bien, n'hésitez pas à le soutenir par différents moyens, le petit pouce bleu notamment, ça fait vraiment plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi. Je vous souhaite une excellente journée, un bon vendredi, un bon week-end, et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Au revoir.